Mes chers compatriotes, nous sommes le 26 mai 2022 et je voulais vous faire part d'un sentiment que je crois assez partagé. C'est que on a l'impression que la France est dans une espèce de situation un peu surréaliste, un peu comme si la France était tombée dans un néant, dans le vide, comme s'il ne se passait plus rien. Le président de la République a été réélu officiellement le 24 avril. Ça fait plus d'un mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Et on a l'impression qu'il a mis des semaines avant de trouver un Premier ministre. Il a fini par en trouver une. Il semble, d'après les gazettes et d'après tout ce qu'on a pu entendre, qu'il en avait contacté tout un paquet qui lui ont dit non. Et pourquoi est-ce que toutes ces dames lui ont dit non? Peut-être parce qu'elles s'étaient renseignées sur les conditions dans lesquelles il entendait que soit conduit ce gouvernement. Normalement, l'article 20 de la Constitution française prévoit que le gouvernement conduit la politique de la nation et que le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est une entité de l'exécutif à part entière. Normalement, dans la Constitution française, le président de la République et le Premier ministre ne doivent pas se marcher sur les pieds. Le président de la République, c'est quelqu'un qui voit comme un stratège à horizon de 7 ans, c'était la justification du mandat du septennat, les grandes affaires stratégiques, notamment en matière militaire, diplomatique et internationale. Et puis, évidemment, le fonctionnement des pouvoirs publics, le respect des traités, le garant des institutions, l'homme de l'essentiel, comme avait dit De Gaulle, tandis que le Premier ministre, lui, mettait les mains dans le cambouis, comme on dit familièrement, c'est-à-dire gérait la politique au quotidien. Mais comme tous les pouvoirs, énormément de pouvoirs ont été transférés à des entités supranationales, à commencer bien sûr par la Commission européenne et l'Union européenne, à continuer par la Banque centrale européenne, à poursuivre par la Cour de justice de l'Union européenne, et ensuite à y ajouter l'Organisation mondiale de la santé, à y ajouter le Fonds monétaire international, à y ajouter l'OTAN, à y ajouter la Cour européenne des droits de l'homme, à y ajouter le Conseil de l'Europe. Tout ceci fait que les grands choix politiques, stratégiques de la nation ont été volés, en fait, aux Français, et que le président de la République se marche sur les pieds, structurellement maintenant, avec le Premier ministre. Et depuis la réforme du quinquennat voulue par Chirac, c'est encore pire, puisque le Premier ministre, maintenant, a vocation à ne plus être que un petit peu le directeur de cabinet du président de la République, qui en a un par ailleurs, ou bien un petit peu le paillasson sur lequel le président de la République s'essuie lorsqu'il veut faire passer une mauvaise nouvelle. Alors, on a vu ce que ça a donné avec Castex. On a vu que Castex voulait partir au plus vite. Et puis donc Macron, qui avait dû être conseillé par je ne sais pas qui, c'était peut-être par sa femme, par Brigitte Macron, c'était peut-être par McKinsey, c'était peut-être par Publicis, c'était peut-être par Alexis Kohler ou par je ne sais pas qui. Macron donc, paraît-il, il fallait absolument trouver une femme. Mais les dames qu'il a fait venir, il y en a, j'imagine un certain nombre, qui ont dû demander quelles sont les conditions, comment ça va se passer. Et quand elles ont compris qu'elles auraient zéro marge de manœuvre, elles sont parties. Donc finalement, c'est donc Élisabeth Borne qui a accepté. Elle a commencé d'ailleurs son mandat, ses fonctions d'une façon quand même très mauvaise, puisque elle est arrivée alors qu'elle était. On avait parlé d'elle il y a un mois et demi, et puis d'un seul coup, on avait parlé de beaucoup d'autres gens. Et donc le fait que Macron finisse par la choisir, ça donne à penser que c'est le second choix ou le troisième choix. C'est quand même pas très flatteur. Et puis deuxièmement, elle a eu la surprise, en arrivant à Matignon, de voir qu'elle avait déjà un directeur de cabinet qui lui avait été concocté et choisi par Macron. Voilà. Donc c'est honteux parce que le directeur de cabinet, j'ai eu l'occasion de l'expliquer sur TV Liberté l'autre jour, c'est la doublure d'un ministre. Moi, j'ai été directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui signe parfois lorsque le ministre n'est pas disponible, qui le représente, etc., etc. Donc c'est vraiment son collaborateur le plus direct. Ça veut dire que Macron entend diriger le cabinet du Premier ministre à sa place et qu'il va lui laisser simplement les apparences. Comment va-t-elle prendre la chose? Je n'en sais rien. Mais enfin, on a assisté ensuite à cette chose extraordinaire. Il a quand même fallu 4 jours pour déboucher sur la production d'un gouvernement. Alors là aussi, c'est incroyable parce que Macron, quand même, depuis le 24 avril, et même avant, puisque la probabilité qu'il soit réélu était devenue quand même presque certaine après le premier tour, ça fait quand même un mois et demi qu'il avait pour réfléchir à une trentaine de noms. Donc comment se fait-il qu'il ait fallu tant de temps pour ça? Mystère. En attendant, donc, le gouvernement a été nommé.
Et vous avez vu que ce gouvernement, en fait, sème beaucoup de problèmes et même une certaine forme de consternation. Le premier problème, c'est qu'il manque des ministères. Voilà, il n'y a pas de ministère du logement. C'est quand même un peu fâcheux puisque c'est quand même une des très grandes activités économiques du pays. Il y a des problèmes de logement énormes en France. Il y a des lobbies très importants derrière, aussi bien dans le domaine du BTP que également dans le domaine social. Il y a des problèmes de logements sociaux. Enfin, c'est très 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 important. Le fait qu'il n'y ait pas de ministère du logement fait pas très bon effet. Le fait qu'il n'y ait pas de ministère de la ville fait pas non plus très bon effet. On aurait pu d'ailleurs avoir le même ministère, mais là, ça veut dire qu'il y a des administrations centrales qui se retrouvent, on ne sait pas, rattachées à qui. Monsieur Macron, semble-t-il, et Madame Borne, en tout cas n'en ont pas parlé, auraient oublié le ministère des Transports. Là aussi, c'est quand même incroyable, parce que les transports, c'est quand même extraordinairement important pour des questions environnementales, pour des questions d'émissions de gaz à effet de serre, comme d'ailleurs le logement, puisque une politique bien menée en matière énergétique consiste à renforcer le calorifugage des logements. Là, il n'y a pas de ministère des Transports. Donc, sur les grands choix stratégiques en matière de transport, que ce soit l'aviation, enfin l'aérien, que ce soit le train, la route, etc. Au moment où on a un réseau routier, autoroutier et surtout routier qui se dégrade à toute allure, faute d'investissement, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de ministère des Transports. L'équipement, on ne sait pas très bien à qui ça va être rattaché. Voilà. On n'a pas non plus de ministre des anciens combattants, ce qui n'est pas très gentil. Donc ça va être rattaché au ministère des Armées. Il n'y a pas de ministère du Tourisme. Là aussi, c'est pas très malin puisque le tourisme, c'est quand même l'activité la principale, une des principales activités économiques maintenant en France. Il y a quasiment 2 millions d'emplois parce que derrière le tourisme, il n'y a pas seulement les comités du tourisme, les syndicats d'initiative. Il y a tous les hôteliers, tous les restaurateurs, il y a les gardiens de musées, il y a tout le personnel dans les monuments historiques, il y a les chauffeurs de taxi. Enfin, il y a énormément de professions qui peuvent se reconnaître dans ces professions qui sont éminemment des professions de service et qui sont par miracle, des professions non délocalisables. C'est-à-dire que pour visiter le château de Versailles, vous ne pouvez pas le faire avec un gardien ou un guide qui se situe à Pékin. Il faut être sur place. Voilà. Donc, pas de ministère du tourisme, c'est vraiment pas bien. Pas de ministère non plus du commerce et de l'artisanat. C'est quand même pas bien puisque l'artisanat, c'est quand même le premier employeur de France, comme le disent les chambres de métiers d'artisanat. Bon, tout ça donne une impression, lâchons le mot, d'amateurisme complet ou d'oubli. Enfin, on a l'impression qu'ils n'avaient même pas la liste des ministères qu'il fallait peupler. Je ne sais pas. C'est incompréhensible. Alors s'ajoute à ça, par ailleurs, des choix. Alors je ne vais pas en rajouter une louche sur M. Pape Ndiaye, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à faire couler beaucoup d'encre. Ce que je note, en tout cas, c'est que je pense que c'est une décision qui a été prise, à mon avis, pour essayer de faire venir une certaine partie de l'électorat Mélenchon, le faire revenir vers Macron. Donc je pense que c'est une posture extrêmement électoraliste. Mais force est de constater, moi je ne le connais pas. Et moi je fais toujours, j'aime bien ne pas avoir d'avis préconçu sur les gens. Je sais que c'est quand même quelqu'un qui a fait des études prestigieuses, comme l'École normale supérieure de Saint-Cloud, qui est quand même quelqu'un qui a fait des écrits. C'est un intellectuel. Bon. Mais il est vrai qu'il y a des rumeurs qui circulent sur sa participation à des réunions en non-mixité, comme on dit, c'est-à-dire en fait des réunions racistes anti-blanches, disons le mot. Il y a des propos qui lui sont prêtés qui sont assez dissonants. On le rattache notamment au mouvement woke, etc. Alors, je pense que Macron n'avait pas besoin de faire ça. Ça met une gêne. Il n'y a pas que l'extrême droite qui a été gênée. Il y a aussi, j'ai vu que Jean-Pierre Chevènement a fait tout un dégagement là-dessus. Il y a aussi des gens de gauche qui sont quand même un petit peu gênés parce que on ne voit pas d'ailleurs le rapport avec la priorité qui, paraît-il, avait été donnée à l'éducation nationale, et c'est-à-dire de la laïcité, de réapprendre le français, les mathématiques, parce que Blanquer a achevé de détruire l'enseignement des mathématiques. Donc Macron, dans sa profession de foi pour la présidentielle, dit qu'il veut mettre le paquet sur l'enseignement du français, des mathématiques, etc. Et puis d'un seul coup, il sort quelqu'un qui n'a absolument pas ce profil. Donc c'est à mon avis maladroit. Voilà. Et je ne porte pas de jugement
sur ce monsieur, parce que je ne le connais pas et j'attends de voir. Ce que je sais en tout cas, c'est que ce n'est pas seulement maladroit politiquement, c'est aussi, à mon avis, c'est vraiment faire de la communication, parce que le métier de ministre de l'enseignement ou de l'éducation nationale, ou comme on voudra l'appeler, c'est d'abord gérer un ministère avec des dizaines et centaines de milliers de fonctionnaires, avec des problèmes de ressources humaines considérables, des problèmes de rémunération, des problèmes de conception des programmes, d'organisation des filières, etc. On met pas un philosophe à la tête de ça, on met normalement quelqu'un qui a une grande capacité d'organisation. C'est peut-être le cas, on le verra. Il est possible aussi que le mandat qui est donné à M. Ndiaye, finalement, ne dure que très brièvement et qu'il soit remplacé après les législatives, si l'objectif était de capter l'électorat de M. Mélenchon sur ce coup-là. Par ailleurs, il y a la nomination de Damien Abad qui pose aussi des problèmes avec les accusations qui sont portées contre lui, qui sont à tiroir, puisqu'il n'y a pas seulement les accusations de viol, il y a aussi, mais qui ont été réglées, semble-t-il, mais il y a aussi maintenant une sombre histoire à laquelle je ne comprends pas grand-chose, de tentative d'assassinat d'un responsable syndical d'une entreprise en mettant en cause une société de franc-maçonnerie locale dans l'Ain. Alors j'ai vu ça dans les journaux, j'avoue que j'ai pas compris grand-chose. Non, ça fait pas très très bon effet. Ça compte. Donc au total, tout ceci, cette Madame Borne qui a une personnalité fade, qui n'a rien de nouveau. Le fait que M. Macron avait laissé entendre qu'on aurait un gouvernement tout à fait nouveau, sensationnel, une renaissance. Et qui est-ce que l'on se ramasse aux finances? On se ramasse Bruno Le Maire, qui a quand même un palmarès de déclarations insensées et complètement erronées qui forcent l'admiration. Il est maintenu. M. Dupond-Moretti est maintenu à la justice. M. Darmanin maintenu à l'intérieur. Il y a donc toute une série. M. Beaune maintenu aux affaires européennes, ce qui me fait rigoler parce que Clément Beaune, c'est le ministre des Affaires européennes. Alors il est là, il joue tout à fait les passionnariats de l'Europe, de la construction européenne. Mais j'ai lu dans les bonnes feuilles qu'en fait, il mourait d'envie d'une seule chose, c'était d'être changé de ministère et d'en avoir un autre. Alors ça, c'est une espèce de fatalité de ce ministère chargé des Affaires européennes, c'est que, eh bien, à chaque fois qu'il y a un titulaire, la première chose que le titulaire a envie, c'est de s'en débarrasser au plus vite. Ça avait été le cas avant lui. Par exemple, je me rappelle de Pierre Moscovici, c'était pareil. Dès qu'ils ont ça, la seule chose dont ils ont envie, c'est de s'en débarrasser, tellement ça les ennuie et tellement ils sentent bien que tout ceci est en train de dérailler. Voilà. Monsieur Beaune voulait un autre ministère, ben il a le même. Il y a 2-3 choses qui sont rigolotes. Il y a quand même Véran qui s'est, semble-t-il, tordu de douleur parce qu'il voulait conserver un Marocain et donc lui, il est vraiment rétrogradé en passant du ministère de la Santé à un ministère des Relations avec le Parlement dont l'intérêt, pour le grand public en tout cas, est assez voisin de zéro. Ça apparaît un peu comme une sanction. Il y a aussi, parmi les choses délectables, le fait que M. Bayrou ou le fait que M. Valls n'ait pas obtenu de ministère, mais peut-être vont-ils en avoir un après les législatives. Pour ne pas être entièrement critique, je signalerai quand même, moi j'ai trouvé une bonne surprise, parce que il se trouve que je la connais un petit peu, qui est la nomination de Madame Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères. Je l'ai connue lorsque j'étais moi-même au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Elle était dans l'entourage de Jacques Chirac. Ce que j'en connais, c'est une femme intelligente, compétente, et une femme qui a quand même, me semble-t-il, un certain nombre de raisonnements de nature chiracienne. Alors c'est pas tout à fait gaullien, mais c'est quand même mieux que ce qu'on a eu. Alors, quel va être son poids en la matière? Est-ce qu'elle va essayer de corriger autant que faire se peut la politique étrangère délirante suivie par Macron? Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça soit comme ça. Si elle y parvenait, ça serait vraiment très très bien. Elle va peut-être aussi avoir comme première tâche d'essayer déjà de convaincre le locataire de l'Élysée que la décision qu'il avait annoncée de supprimer le corps de conseiller des affaires étrangères, c'est-à-dire le corps des diplomates français, est une absurdité. Ce que j'ai dit depuis des semaines. Moi, je ne suis pas de ce corps-là, je suis du corps de l'Inspection générale des finances, qu'il a d'ailleurs décidé lui aussi de supprimer. Je dis que tout ça, c'est une frénésie de destruction totalement injustifiée. En particulier, bon, on a un corps des affaires étrangères qui fonctionne bien, qui donne des vrais professionnels. C'est absolument scandaleux de vouloir le démolir. Ça sera peut-être ce que fera
Madame Colonna. Voilà. Alors, eh bien, quand les Français ont découvert ça, ils s'attendaient à des choses extraordinaires. Ils s'attendaient à une femme. Il avait été question de Madame Azoulay ou de Madame Vautrin qui étaient nouvelles, qui auraient changé davantage. Alors que là, bon, Madame Borne, on la connaît. Elle est apparue comme une fidèle exécutrice de ce que demandait M. Macron. Donc l'effet de surprise et l'effet de nouveauté est complètement raté. Et le fait qu'il y ait donc eu toutes ces déceptions dans ces nominations, eh bien, fait que les Français sont très déçus. Alors il y a un sondage qui vaut ce que valent les sondages, mais enfin, qui est quand même à prendre en considération. 58% des Français, paraît-il, ne sont pas satisfaits de la composition du gouvernement. Alors moi, j'avoue que je crois que je n'ai jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire qu'on a quand même un président qui est réélu, qui nomme un nouveau gouvernement. Normalement, après une réélection présidentielle, il y a quand même un petit moment de grâce. Ce qu'on appelle une période de grâce, c'est-à-dire que pendant quelques semaines, voire 2-3 mois, le président élu ou même réélu, il bénéficie quand même d'un soutien de l'opinion publique qui est tout nouveau, tout beau et qui lui fait confiance. Là, Madame Borne commence en fait son gouvernement sous de très mauvais auspices, puisqu'il y a déjà 58% des Français qui ne sont pas satisfaits par la composition de son gouvernement. Alors ça n'est pas tout, parce que on est normalement dans une campagne électorale pour les élections législatives. En fait, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression que tout le monde est frappé d'apathie. Il est vrai que les questions internationales, notamment la situation en Ukraine, attirent tous les regards. Il est vrai aussi que l'on a l'impression que les médias s'ingénient à balancer des sujets de diversion, comme par exemple l'affaire du Burkini, qui a pris des proportions considérables dans l'espace public, de façon totalement déraisonnable. Il est pareillement pour la question de cette variole du singe. Bon, la variole du singe, pourquoi pas. Enfin, tout ça donne l'impression que les Français, on les prépare encore à un mauvais coup, à de nouvelles vaccinations dont ils ne veulent plus. Parce que ce qui me frappe, c'est que plus personne ne veut être vacciné. Moi, je vois autour de moi, et même très autour de moi, même des personnes qui ont eu 2 ou 3 vaccinations ou injections ARN Pfizer, eh bien, j'en vois très très peu, en tout cas, qui se disent que leur rêve, c'est d'en avoir une 4e. Bon. Donc on a un climat de défiance généralisée, un climat extrêmement mauvais du point de vue international, avec la menace quand même d'une guerre qui dérape à l'est de l'Europe et qui puisse atteindre des sommets nucléaires, ce qui, il faut espérer, n'aura pas lieu, mais ça peut arriver. On assiste également à un effondrement de l'économie, un effondrement notamment de l'économie de la zone euro, et en particulier, par exemple, l'euro qui ne cesse de dégringoler par rapport au rouble, ce qui est le contraire exact de ce qu'avaient annoncé Macron et Le Maire. On constate que les sanctions contre la Russie se retournent contre les pays de l'Union européenne et en particulier contre la France. On constate que rien ne va sur tous les sujets concernant l'insécurité, concernant le climat, concernant l'environnement. Donc tous les signaux sont au rouge. Et en plus de ça, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. On a appris d'ailleurs, et ça pose un véritable problème, on a appris quand même, et on continue d'apprendre jour après jour, que des personnes qui travaillaient avec Macron ne veulent plus, sont parties. On a vu comment Castex, le Premier ministre, a fait tout pour s'en aller au plus vite, et que c'est Macron qui l'a quasiment ficelé sur son siège jusqu'au moment où il ne pouvait plus dire qu'il le conservait, à la fin du premier mandat. On a vu que parmi les partants, il y avait Cédric O au numérique qui avait dit qu'il voulait s'en aller. On a vu que Mme Schiappa et M. Le Drian et Mme d'ailleurs Bachelot sont partis finalement plutôt satisfaits. Ce qui n'était pas le cas de Barbara Pompili qui, elle, semble-t-il, serait bien restée, mais on lui a quand même montré la sortie tellement elle avait prouvé son incompétence. Mais on n'avait jamais vu autant de ministres souhaiter une seule chose, c'est de s'en aller. On a découvert, alors ces jours-ci, plusieurs jours après la bataille, que le jeune Julien Denormandie, qui a donc été ministre apprécié par Macron, paraît-il que Macron ne jurait que par lui aurait proposé Matignon. Il était annoncé par tous les journaux comme si pas à Matignon, en tout cas avec un très grand ministère très, très prestigieux. En réalité, il n'y est pas. Et on a découvert aujourd'hui même où je vous parle, eh bien qu'en fait, ce monsieur de Normandie a dit qu'il ne voulait pas, il n'avait pas envie d'aller à Matignon.
Il faisait bien sûr confiance au président, et ça, il n'allait pas dire le contraire, mais que lui, il voulait s'occuper de sa femme, ses 4 enfants, et de créer une ferme spécialisée en pisciculture. Bon. Moi, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de la France. Depuis Clovis, je n'ai jamais vu que quelqu'un refuse d'être le chef du gouvernement pour préférer tenir une ferme pour avoir un élevage de poissons d'eau douce. Honnêtement, je ne savais même pas que c'était possible. Ça prouve quand même que la fonction a été sacrément dégradée, et ça prouve aussi, je pense, que travailler avec Macron, c'est l'enfer sur terre, puisque ils ne sont pas les seuls. Il y a également d'autres personnalités qui ne veulent plus travailler avec Macron. On a vu notamment l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui accumule des vidéos plus insolentes à l'encontre de Macron, même si ça n'est pas mentionné expressément. C'est quand même des bras d'honneur ou des choses très narquoises qui sont faites pour montrer le ridicule de Macron. Regardez par exemple cette brève vidéo là de quelques secondes concernant Djebbari qui dit qu'il chante que maintenant il est au chômage. Alors, autre personnalité qui prend la poudre d'escampette, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, qui est monsieur Clément Leonarduzzi, qui était le communicant le plus proche de Macron. C'était lui qui avait organisé des opérations de communication qui ont marqué le premier quinquennat, notamment avec les blogueurs quand ils avaient fait des galipettes dans le jardin de l'Élysée. Je ne dis pas que c'est bien. Personnellement, je trouve ça grotesque. Enfin, c'était quand même quelqu'un qui était, paraît-il, un as de la communication. Eh bien, il a décidé. Il paraît qu'il a pris une part très importante dans la campagne pour la réélection de Macron. Donc normalement, il devait rester auprès de Macron pendant encore 5 ans. Eh ben non, il a décidé de prendre la poudre d'escampette pour être nommé vice-président de Publicis France, parce que sans doute il avait plus du tout envie d'être pendant 5 ans sous les ordres de M. Macron. Alors on peut encore ajouter à ça des choses absolument incroyables. Le nombre de députés très impressionnant de la majorité présidentielle qui ne se représentent pas. Il y a, à commencer par M. Rançon, Hugues Rançon, que je connais, qui est quelqu'un de bien, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, qui a décidé de ne plus du tout se représenter. Voilà, il a été dégoûté, en fait. Et il y a un certain nombre de membres, de députés de la majorité sortante, des macronistes, qui avaient cru dans les bobards de Macron en 2017 et qui se sont dit cette fois-ci on ne m'y reprendra pas. Donc on a cette atmosphère en fait d'un lâchage général et qui confirme le sentiment que tous les Français ont pu avoir, c'est qu'en fait Macron a eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte d'être son Premier ministre. Voilà la réalité de la situation. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir les législatives, bien entendu. Tel que je vois les choses, il n'y a pas de campagne électorale, ou quasiment pas. Je vois que les débats s'épuisent dans des sujets tout à fait subalternes et secondaires. Je vois par exemple que du côté de la NUP de M. Mélenchon, c'est en train de tourner un peu en eau de boudin. Tout le monde s'engueule là-dedans, entre Mélenchon qui engueule Fabien Roussel, qui se traite de tous les noms, et puis les dissidents du Parti socialiste qui en rajoutent une louche, et puis Bernard Cazeneuve qui en rajoute encore une autre louche, et puis ci, et puis ça. Donc j'ai l'impression que la dynamique n'est plus du tout du côté de la NUP. Ce nom, cet acronyme d'ailleurs absolument ridicule. Du côté de l'autre côté de l'échiquier, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose non plus du côté de Madame Le Pen. Monsieur Zemmour, il fait une tournée des popotes là du côté de Saint-Tropez. Tout ça donne une impression de manque de sérieux. Et puis Macron lui-même, on a l'impression qu'il fait pas vraiment campagne. Donc moi j'ai le sentiment qu'on s'oriente vers un néant, un vide absolu, et que beaucoup de Français vont sans doute se détourner des urnes. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Il y a encore quelques semaines avant le premier tour. Mais au point où vont les choses, j'ai l'impression qu'il va y avoir une abstention considérable. Et tel que mon intuition me le dit, je pense qu'il y a, comme vous le savez, 15 ministres qui se présentent aux élections législatives. Rien ne les y forçait. Il y en a quand même 15 qui se présentent. Et Macron a trouvé malin de sortir d'un chapeau
de faire la résurrection d'une tradition républicaine tout à fait avérée, effectivement, mais qui a connu des éclipses. C'est que normalement, si un ministre se présente aux élections législatives et qu'il est battu, il ne peut plus être ministre. Donc M. Macron a sorti ça d'un chapeau. Est-ce que c'est pour se débarrasser dans quelques semaines d'un certain nombre de personnes? L'avenir le dira. Mais ça m'étonnerait quand même que sur les 15 ministres, il n'y en ait pas quand même 1, 2, 3 ou 4 qui finalement soient battus. Ce qui lancera le deuxième gouvernement du deuxième quinquennat sous des auspices pas extraordinaires non plus. Le plus rigolo, évidemment, et je terminerai là-dessus, ça n'a pas de grandes chances de se produire, mais j'avoue que je suis comme beaucoup de Français, c'est que je trouverais immensément drôle et mérité que Mme Borne soit battue dans la 6e circonscription du Calvados, parce qu'elle serait donc obligée de quitter le gouvernement. Et lorsqu'un Premier ministre quitte le gouvernement, ça veut dire que tout le gouvernement tombe. Voilà. Je ne dis pas ça spécialement contre la personnalité de Mme Borne, je dis ça simplement parce que ce serait assez drôle, faut le reconnaître, de voir M. Macron qui devrait prendre son bâton de pèlerin et recommencer une sélection d'un nouveau Premier ministre. Voilà, j'essaye d'en rigoler, mais c'est pas très drôle. Parce qu'alors que les nuages se sont accumulés sur la France, alors que la situation est absolument gravissime dans tous les domaines, eh bien on voit que la France part à volo et il n'est pas tenu fermement. Il n'y a pas de capitaine qui tient fermement le gouvernail en sachant exactement où va la France et où il faut qu'elle aille pour le plus grand bien de ses habitants et de leurs descendants. Vive la République et vive la France.